Bonjour, alors aujourd'hui on va parler du rapport Spinetta, ce fameux dossier de 127 pages qui prône l'atomisation totale du service public ferroviaire tel que nous le connaissons en France. Donc il y a 5 éléments qui se détachent. Le premier, c'est les fermetures de lignes. Si on suit les préconisations du rapport, 9000 km de voies ferrées sont menacées en France. Ça concerne de nombreux territoires ruraux, puisque le rapport dit que les investissements doivent être concentrés sur les zones urbaines et périurbaines et les grandes nœuds ferroviaires des métropoles. Donc on remet en cause un principe fondamental qui est celui de l'égalité d'accès au transport, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire. Et pour justifier cette casse, le rapport dit que ces lignes ne sont pas rentables du point de vue de critères socio-économiques. Mais au contraire, je crois que l'atout majeur de ces lignes, c'est d'avoir un coût en termes écologiques, d'avoir un coût en termes social, puisqu'elles permettent de vivre et de travailler au pays. Elles permettent de désenclaver des territoires. Elles permettent aux gens de pouvoir se déplacer, quel que soit leur lieu de vie, pour aller travailler, pour aller étudier. Ces lignes sont une richesse. Et les mettre en péril sur des simples critères économiques, je crois que ce n'est pas acceptable. La deuxième chose, c'est la question de la dette, qui est évoquée encore une fois sur le critère du chantage, et on nous la remet sur le tapis à chaque fois. Il faut bien comprendre les choses. Cette dette, elle résulte d'investissements faits par la SNCF à l'époque pour la construction des lignes en grande vitesse. Ce sont des investissements qui ont été demandés par l'État français, que la SNCF a réalisés. Donc c'est une dette d'État, et il faut qu'elle soit reprise à 100% par l'État, sans aucune compensation. Et pour vous donner un peu des éléments chiffrés, aujourd'hui, la SNCF paye 1,6 milliard d'euros d'intérêts par an aux banques. Ce qui veut dire, on estime cela à 25 000 emplois. Et on a coutume de dire qu'un cheminot sur 5 travaille pour les banques. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est urgent que l'État reprenne cette dette et qu'elle réinvestisse ces sommes-là dans l'entretien et la maintenance du réseau. Le troisième élément de ce rapport, c'est malheureusement, une fois de plus, la mise à mort du fret. Alors que l'urgence écologique est de plus en plus prégnante et que les grands discours et les grandes conférences sur la cause climatique se multiplient et à juste titre, ça met encore une fois en lumière les incohérences entre les paroles d'Emmanuel Macron et les actes. Aujourd'hui, le fret est déjà en quasi-mort clinique et cette décision de le filialiser, qui est utilisée pour ne pas parler de privatisation, mais c'est la même chose, va multiplier les camions sur les routes et va permettre à la SNCF de continuer à prospérer dans le transport routier de marchandises avec sa filiale Géodis, qui est le premier transporteur routier de France. Ça aussi, il faut le dénoncer et il faut que le fret soit déclaré d'intérêt national. C'est une priorité. Le quatrième élément, c'est bien évidemment la volonté de transformer les EPIC, SNCF, qui existent depuis la réforme de 2014, à savoir SNCF Mobilité et SNCF Réseau, en société anonyme. Et là, par un tour de passe-passe magnifique, on nous explique que c'est pour permettre l'entrée de capitaux publics. C'est assez ironique, puisque la volonté de mettre en place des sociétés anonymes, c'est bien entendu pour prioriser l'intérêt privé et l'arrivée massive de capitaux privés, qui sont incompatibles avec le service public. Et enfin, le dernier élément, c'est le fameux statut des cheminots, qui revient inlassablement sur le tapis et qui en réalité est aujourd'hui menacé pour une seule raison. C'est que si l'État veut exploser la SNCF et le service public, elle doit remettre en cause le statut des cheminots. Mais derrière ce gros mot présenté par certains comme un archaïsme, je crois que le statut, il répond à notre métier, à ce que nous sommes, c'est-à-dire un service d'intérêt général, ouvert 365 jours par an et 24 heures sur 24. Et c'est aussi pour ça que nous répondons à un contrat de travail particulier, avec des conditions de travail particulières, qui mettent la sécurité, l'intérêt général au cœur de notre métier. Et nous y sommes très attachés. Je crois que remettre en cause ce statut, c'est une très mauvaise chose. Et ce n'est pas défendre des intérêts corporatistes, comme je l'ai entendu, c'est au contraire défendre l'intérêt d'avoir un service public de qualité, sécurisé pour tous, usagers compris. En réalité, ce rapport, qu'on nous présente comme quelque chose de très moderne, est de l'archaïsme pur et simple. C'est en quelque sorte les mêmes lignes qu'avait suivi Margaret Thatcher à l'époque pour privatiser le rail anglais, avec la situation que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un retour en arrière, un rétropédalage total, avec une renationalisation du réseau, en raison d'une hausse des incidents de sécurité et une explosion des prix pour les usagers. Donc aujourd'hui, ce rapport, il est à combattre, il est à jeter à la poubelle. Il n'y a pas une ligne des 127 pages qui sont acceptables.
Je crois que le service public ferroviaire est un outil magnifique, un joyau pour notre pays, qui lutte contre les inégalités territoriales, qui rend accessible le transport, qui permet de se déplacer, qui lutte efficacement contre le réchauffement climatique, qui concourt à l'aménagement du territoire et au développement industriel et économique avec le fret. Et c'est un outil qu'il faut préserver. Et l'ouverture à la concurrence, la libéralisation, la casse du statut, la casse des droits, la remise en cause de la notion d'épique ne résoudra rien. Elle va balayer ce qui nous reste de plus beau en termes de transport ferroviaire en France. Et je pense qu'il faut élever le rapport de force à un niveau sans précédent. Le combat s'annonce difficile face à ce gouvernement qui n'entend pas faire machine arrière, mais je crois qu'en nous mobilisant largement, nous avons les moyens de faire échec au gouvernement. Et il faut que le 22 mars soit un premier signal. Pas un barreau d'honneur, mais le début d'une lutte longue, dure, qui doit passer par la grève pour montrer notre détermination et affirmer que nous ne céderons rien là-dessus.